Donc, bonsoir à tous, super content, il y a plein de monde donc c'est cool. Merci à tous d'être venus. Ouais, on va parler DDD. Merci beaucoup à Félix qui a lancé ce groupe DDD Lille il y a quelques mois. Là, ça fait c'est le 5e événement, je crois. Donc, moi, ça fait 3-4 fois que j'y vais. Je me suis dit que ce serait cool de proposer, voilà, maintenant qu'on est ici, proposer un événement ici. Puis bah voilà. Puis faire un truc à deux. Ouais. Pour changer. Alors ça se participatif, n'hésitez pas s'il y a des trucs. On fera une séance de questions-réponses à la fin. S'il y a des trucs pas clairs pendant, n'hésitez pas. Franchement, voilà, on est la bonne franquette. N'hésitez pas à lever la main. Et ce sera de toute façon un petit peu participatif. Tout à fait. Vas-y. Incroyable. Alors, on va essayer déjà d'introduire un petit peu ce que c'est que la stratégie et la tactique. Bon, c'est du vocabulaire qu'on n'aime pas forcément trop. C'est issu du domaine militaire à la base. Et si on va résumer en 30 secondes, c'est de dire que la stratégie, c'est ce qui va permettre de gagner la guerre, là où la tactique va permettre de gagner une bataille. Dans le DDD, on va voir que ça se rapporte un petit peu à ça aussi. Et on est vraiment sur des patterns un petit peu différents. Côté stratégie, et là je suis vraiment dans le langage général, on fait de la sémantique. On est plutôt sur effectivement, sur la vision. Côté tactique, plutôt le côté opérationnel des choses. Stratégie, c'est plutôt le long terme. Voilà, on va se compter en mois, en années, voire plus. La tactique sur le court terme, évidemment. Et enfin, on est plutôt sur un plan global, voilà, au niveau de la stratégie, plutôt que sur des actions concrètes qui sont du côté tactique. Donc ça, c'est pour, on va dire, le langage général, qui vient du domaine militaire, mais qui s'applique aussi dans l'entreprise, dans le marketing, dans ce que vous voulez. On va pouvoir retrouver ces termes-là. Maintenant, si on parle de DDD... Oui. Incroyable cette transition. Eh bien voilà, pour ceux qui ne connaissent pas très bien le domaine Driven Design, on a vraiment une séparation, donc c'est tout un tas de patterns stratégiques et tactiques. C'est aussi surtout une philosophie, une culture, etc. Mais le premier livre d'Eric Evans, donc qui est sorti, c'est pas tout neuf, hein, c'est 2003, il a quand même mis un mot et un vocabulaire sur tout un tas de patterns, de pratiques. Et on parle à la fois de conception logicielle, plutôt côté tactique, d'architecture logicielle, de code. Côté stratégique, on va plutôt parler d'organisation, d'architecture d'entreprise. Et c'est là où vous trouvez un petit peu la séparation entre les deux termes, en fait. Le côté stratégique va vraiment être de l'ordre de... Ça peut être des décideurs, des managers un peu haut niveau, des architectes d'entreprise, etc., qui vont pouvoir se servir des patterns pour mettre en place une organisation, des équipes de développement, des équipes produits, savoir ce qu'on va acheter ou ce qu'on va développer nous-mêmes. Tout ça, les patterns stratégiques vont nous permettre de nous donner des outils pour nous aider à faire ça. Patterns tactiques, on va plutôt être vraiment au niveau du produit, du code, du développeur. Effectivement. Du coup, t'as déjà tout dit, hein, je pense. Ouais, donc, on va être sur l'implémentation. Par contre, il y a une petite subtilité sur laquelle on pourra peut-être revenir. Parce que du coup, on parle que le code est côté tactique. Pour autant, il y a même un concept que je vois dans la stratégie qui peut retomber dans le code, le bandit context, potentiellement, et le shared kernel. Pareil, tout ce qui va être lié à la communication. Donc, ce qu'on voit en bas, là-bas, avec les conformistes et tout ça, il y a un moment donné où le code va le mettre en œuvre, en fait. On va le voir après. Ouais. L'idée, c'est surtout pas d'opposer, finalement, tactique et stratégie, comme on n'a pas envie d'opposer les développeurs et les architectes. C'est les deux faces d'une même pièce. Voilà, tout à fait. Incroyable. On n'a pas révisé avant. Alors moi, très rapidement, voilà, je suis architecte, alors développeur, moins maintenant, parce qu'on ne peut pas tout faire, mais j'aime quand même beaucoup le dev, aussi coach. Formateur, et puis le week-end, il y en a qui font plein de trucs. Moi, je suis papa de 4 enfants, donc en fait, je m'occupe de mes enfants. Donc, du coup, voilà, ça me prend déjà pas mal de choses, pas mal de temps. Je te laisse te présenter. C'est ça. Du coup, pendant que tu gagnes la guerre, moi, je gagne la bataille avec une magnifique barbe, avec une hache aussi. Et puis, pour ma part, d'un point de vue développement, je suis fanat de tout ce qui termine en DD. Voilà, donc tout ce qui est TDD, BDD, DDD. ATDD, voilà, ces trucs-là. Bon, c'est le moment un peu corporate, hein, veuillez nous excuser. On est une société, on est sur 4 continents, on est actuellement 700 au niveau groupe, dont environ 500, 550 en France.
On a aussi une fondation, on s'engage, voilà, on envoie des gens monter des écoles, équiper des écoles en équipement informatique en Afrique notamment. Black Belt, c'est un programme où on se mentor les uns les autres pour en fait apprendre des nouvelles façons de travailler. Par exemple, une belt craft, Tout à fait. qui permet finalement d'avoir un mentor et de progresser sur certains aspects. Ou une belt architecte solution. Une belle architecte solution, effectivement. Alors, Hipponlil en particulier, nous on fait vraiment, c'est parti donc le craft, à la fois back et front. Donc DD Driven Agency, c'était un peu la blague, mais effectivement on aime bien tout ce qui est en DD. On fait aussi de l'architecture, cloud design, data. Et surtout on aime bien partager. Voilà, on fait à la fois des repas, mais aussi on écrit des articles, on se fait des rex entre nous, on se fait pas mal de trucs. Donc voilà. S'il y en a qui veulent avoir plus d'infos, n'hésitez pas à nous contacter après le meet-up. Fin de l'instant commercial. Merci. Et on enchaîne tout de suite. Alors, le bandit de contexte. Alors, on attaque tout de suite. On va amener quelques patterns comme ça, et après on va descendre dans le détail, et on va arriver sur quelque chose d'un peu plus concret. Mais il fallait qu'on introduise les patterns. Donc ici, c'est le pattern un peu qu'on entend énormément, le fameux bandit de contexte. Contexte borné, contexte délimité, on ne sait pas trop comment on va l'appeler en français. Mais c'est vraiment des éléments de base du DDD dans la partie stratégique. Et vraiment, comment on peut le représenter, c'est un périmètre métier autonome qui va porter en général une solution, qu'elle soit custom ou non. Mais c'est un périmètre métier autonome, c'est-à-dire qu'on a vraiment un ensemble de règles, de comportements au sein de ce contexte. Donc, un exemple un peu bateau et que vous connaissez tous, c'est celui d'e-commerce. C'est un domaine métier global, l'e-commerce, d'accord ? Ça porte tout un tas de choses derrière, tout un tas de comportements. Et par exemple, on va pouvoir découper plusieurs sous-contextes dedans, qui seront le contexte catalogue, le contexte panier, le contexte de livraison. Et on va avoir des entités, ce qu'on va appeler des agrégats à un moment donné, qui vont se trouver à l'intérieur de ces contextes et qui vont avoir un sens dans ce contexte. Donc c'est ça qui est important. Un contexte, il est vraiment autonome, donc il a un sens. Le produit dans le contexte du catalogue, il a un sens au niveau du contexte catalogue. Si on sort de ce contexte-là, ça peut avoir le même nom ou pas, mais en tout cas, c'est autre chose, parce qu'on a changé de contexte. Donc c'est un petit peu ça le principe du bandit de contexte. Et on va décliner un exemple après, un peu plus concret. C'est ça. Et je rajouterais aussi, pour éviter de vous perturber un peu, on va éviter de parler de la différence pour l'instant entre sous-domaine et bandit de contexte. Ok. On verra après. Du coup, on va aussi parler des patterns tactiques. Donc là, c'est ma partie. Donc dans le pattern tactique, il y a quelque chose qui a été rajouté, semble-t-il, entre-temps dans le schéma, c'est les domain events. Apparemment, ça n'existait pas au début. Ouais, j'ai vérifié dans le livre. Pour la petite histoire, ce schéma-là vient du livre original d'Eric Evans. Sauf qu'en fait, dans le livre, il n'y a pas cette bulle domain events. Donc, il y a des gens qui ont refait le schéma et qui ont ajouté ça subrepticement. C'était pas dedans au départ, mais peu importe. C'est ça. Donc c'est quelque chose que l'on va retrouver dans l'event storming. Pour ceux qui ont fait les meet-ups précédents, ça doit vous parler. Donc un événement, en fait, c'est quelque chose qui est fondamentalement métier, mais c'est surtout quelque chose qui s'est passé. C'est quelque chose qui s'est passé, donc qui ne change pas au cours du temps. C'est pour ça que c'est immuable. Et ça porte un sens métier. Si on prend l'exemple du e-commerce, ça pourrait être... je sais pas, article ajouté dans le panier ou quelque chose comme ça. Une commande validée. Voilà. Ou commande passée, ouais, c'est pas mal. Marion, je te regarde comme ça. Ensuite, on a l'agrégat et tout ce qui tourne autour avec les entités, notamment les value objects. Donc en fait, un agrégat, c'est un ensemble cohérent qui est composé à la fois de value objects et peut-être d'entités. Faut voir ça comme un peu comme une boîte. Comme une boîte, vous savez pas comment c'est à l'intérieur. Pour autant, la boîte, elle vous fournit un certain nombre d'éléments et vous pouvez interagir avec par rapport à ces éléments-là. Par exemple, une voiture, pour rester dans le domaine sur lequel je travaille en ce moment. Une voiture, c'est la grosse boîte et puis vous avez des pédales, vous avez un volant et tout ça, mais vous n'avez pas besoin de comprendre l'intérieur de la voiture pour la faire fonctionner en fait. Voilà. Donc ça contient la logique et ça maintient la cohérence. Donc là, alors, pour les quelques-uns qui étaient au dernier meet-up en mars, on a fait une étude de cas. On a pris une étude de cas sur le transport de conteneurs. Donc on parle des bateaux, des porte-conteneurs qui arrivent avec des conteneurs et qui arrivent à quai. Notre étude de cas portait sur le
une solution qui permet de gérer l'acheminement du conteneur. Donc à partir du moment où il est déposé sur le quai, il est pris en main, il peut être inspecté, il peut être après mis en quarantaine, il peut être expertisé, et ensuite il est mis sur des camions vers sa destination finale. On a fait un knowledge crunching et ensuite on a fait un event storming qui a donné ça. Donc ici vous voyez qu'on a deux magnifiques bandits de contexte. Donc ça c'est les résultats de notre event storming avec des événements. Donc les fameux domain events, c'est par là qu'on avait commencé. Donc on a un conteneur déposé dans le contexte de transport. Et il y avait, dans le contexte d'inspection, un conteneur peut être mis en isolation parce qu'il a un problème, ou il peut être... c'était OK, donc il y avait un certificat d'inspection qui était envoyé. Voilà. Ça, c'était un peu ce qu'on avait découvert à la base d'interviews sur des experts métiers. Voilà, c'était toute une étude de cas. On a aussi modélisé des commandes, déposer un conteneur, inspecter le conteneur, et le conteneur qui est l'agrégat ici, en fait, du contexte de transport. Donc, on n'a pas forcément besoin de tout comprendre, parce qu'il y avait plein de détails. Là, c'est très résumé très grossièrement, mais en gros, nous, ce qui est important, c'est qu'on va se focaliser sur ce contexte-là de transport de conteneurs. Donc, pour l'instant, c'est très simple. Voilà, on a un événement conteneur déposé. Il faut imaginer le bateau qui arrive. Le conteneur va être déposé à quai. On doit gérer cet événement-là. Le conteneur a été déposé. Et donc, on est en train d'écrire finalement un système. On veut écrire un système qui va gérer ça et qui va pouvoir gérer derrière tout ce qui s'ensuit, enfin prévenir les gens qui doivent venir le chercher, etc., etc. C'est ça. Donc là, on veut déposer un conteneur. Et alors, si on fait un petit focus, et là, on va vraiment revenir sur la partie stratégique. Le bandit de contexte, il est plutôt de l'espace de la solution. Là, on est vraiment dans l'espace du problème. Donc, ce qu'on s'était dit, c'est que nous, notre solution, notre logiciel, c'est plutôt le transport de conteneurs qu'elle gère. Donc, c'est le core domain. En DDD, on appelle ça le core domain. C'est là où j'ai ma plus-value, c'est là où je veux me différencier de mes concurrents, c'est là où se trouve mon business. Donc, c'est mon core domain. C'est ce qui est important, en fait, pour moi, en tant qu'entreprise. À côté de ça, l'inspection, ce n'est pas mon business. J'en ai besoin parce qu'un conteneur doit être inspecté pour ensuite pouvoir être acheminé vers les clients. Mais dans notre système, dans notre entreprise, ce n'était pas notre cœur de métier. Du coup, on appelle ça plutôt un supporting subdomain, un terme un peu barbare du DDD. Et on s'est dit, on pourra prendre du coup un logiciel en SaaS qui va gérer ça pour nous, et on va se connecter à ce truc-là. Donc là, voilà, on a un petit peu le lien entre les contextes et les sous-domaines. Ici, on est sur des domaines et des sous-domaines. Juste avant, on était sur des bandits de contexte. Parfois, c'est pas du 1 pour 1. Ici, on est dans le monde idéal, c'est du 1 pour 1. C'est plus simple aussi pour l'exemple. OK ? Est-ce que vous avez des questions jusqu'ici ? Non. C'est complètement clair. Non. Il y a deux questions. Est-ce que c'est du coup, est-ce qu'il y a deux représentations du même objet dans chaque domaine, enfin dans le core domaine et dans le subdomaine, ou pas? Ils utilisent la même définition de l'objet? Alors je répétais la question pour être sûr qu'on t'entende bien. Tu demandes s'il y a deux représentations différentes du même objet dans les deux contextes. J'en sais rien. C'est une possibilité. À mon avis, c'est plutôt quelque chose qu'on va essayer d'éviter en général. Quand on fait du DDD, quand on découpe en contexte, on va essayer d'avoir des objets différents à chaque fois. Il y a un pattern qui s'appelle le shared kernel, où on a des choses partagées à manipuler avec précaution. À mon sens, c'est plutôt un anti-pattern en règle générale. Tout à fait. Et là, comme tu te retrouves dans une solution SaaS, dans l'exemple, on va le voir tout à l'heure, mais il y aura justement quelque chose d'impactant par rapport à ça. Il y a une autre question. Sur la solution SaaS, est-ce que c'est forcément nécessaire une obligation, enfin pas une obligation, mais est-ce que c'est un avantage stratégique de partir sur une solution SaaS, ou que si on le own, si potentiellement on fait le développement nous-mêmes et qu'on n'apporte pas autant d'importance que le core domain, ça peut pas être aussi une solution. C'est cher forcément pour du SaaS. En fait, ouais, comme mon cap, je vais répéter la question. Par rapport à la solution SaaS, ça pourrait être une stratégie, si ça coûtait moins cher de le faire soi-même, à la limite, pourquoi pas, mais en règle générale, quand on a un outil qui répond à notre besoin sur étagère, c'est généralement toujours moins cher de l'acheter. Quand ça répond à notre besoin. Voilà. Maintenant, mon core domain, s'il y a déjà quelque chose qui répond aux besoins de mon core domain, j'ai un gros problème. C'est ma boîte, c'est mon business. S'il y a un logiciel qui existe qui fait déjà tout ce que j'ai envie de faire, mon business, il ne sert à rien. Voilà, je n'ai aucune plus-value. Et donc, je ne vais pas réussir à me vendre en tant que produit, en tant que logiciel. Tu vois ? Donc c'est un petit peu ça le... On peut aussi se poser la question, par exemple, tous les gens qui font du e-commerce, qui avaient une solution à la base et qui finalement décident
recentrer et redévelopper, ça peut aussi être un élément de réponse, quoi. De dire potentiellement, en fait, il y a des corps domaines et il faut investir dessus. Et il y a peut-être aussi des supporting parfois où il faut aussi investir un petit peu aussi, même si c'est pas le cœur métier. Boris ? Moi, je dirais juste qu'il y a des stratégies qu'on appelle make or buy, et c'est un des arguments. Oui, c'est ça. Il y en a d'autres qui peuvent être utiles, et un des arguments, c'est effectivement est-ce que c'est une cœur de métier ou pas. Tout à fait. On va live coder maintenant. On va live coder maintenant. Surtout toi, hein, parce que moi je mets plus les mains dedans comme tu dis. C'est vrai. Et donc du coup, là, on va vraiment repartir de ce body contexte, notre core domain. Et on va essayer juste de commencer tout simplement avec ce conteneur déposé, l'événement, l'agrégat conteneur. Et on veut déposer un conteneur. Bon, finalement, voilà. C'est ça. Allez, on y va. Du coup, c'est du live coding. On fait participer les gens. Donc n'hésitez pas. N'hésitez pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Par quoi on démarre? On lance IntelliJ déjà. IntelliJ est démarré. Il n'y a pas de mauvaise... C'est vrai qu'on pourrait l'appeler Docker, le projet. J'ai entendu, on commence par l'événement. C'est ça? Ok. Qu'est-ce que je fais de cet événement? Il devrait avoir une représentation dans le code. Donc, Alors nous, on fait du Java. J'espère que tout le monde est à peu près familier, mais sinon, voilà. Hein? Les tests? Ah, les tests. Quelqu'un nous souffle les tests à gauche. Alors, événement, test, on peut peut-être essayer de gérer un peu les deux. Moi, j'écoute. Vous me dites, je commence par les tests. Ok. Qu'est-ce que je dois faire? Un peu de TDD. Alors, qu'est-ce que je dois faire? essayer de définir ce qu'on apporte dans un service. Et essayer de définir c'est quoi notre cas d'usage. Et à partir de là, en TDD, on va modéliser ces objets. Ok. Du coup, c'est quoi notre cas d'usage? On dépose un conteneur, enfin, on a un conteneur déposé, c'est ça l'événement. On va essayer de partir de là. Conteneur déposé, ça veut dire quoi? C'est quoi l'impact? Tu peux challenger l'utilité des tests là, parce que moi j'ai peur que. Non, t'inquiète pas, ça va aller. Vous me dites. Allez. Qu'est-ce qu'on pourrait dire qu'un conteneur déposé? Qu'est-ce qui, à ton avis? Moi, je ferais le truc simple. En fait, le cas d'usage, c'est de déposer un conteneur. Dans le schéma, il y a déposer Allez. un conteneur, donc ça c'est le cas d'usage. A priori, ça va être opéré par un agent. Il faut lui exposer un service qui permet de déposer un conteneur, et puis après, c'est parti. Ok. Vas-y. Tu veux m'appeler? Dites-moi. Donc là, allez, on va accélérer. Donc on va déposer un conteneur et comment qu'on fait? De quoi? Oui, Ouais, non. ça se lit, c'est clair. Ok. On Du veut coup, déposer un conteneur, donc. Donc analyser qu'est-ce qu'on attend en fait. Déposer un conteneur, qu'est-ce que c'est censé faire? A priori, on est censé publier son événement. J'ai plus le chemin en tête là. Ok, donc à un moment donné, je vais avoir conteneur déposé, quoi. Quelque Donc là, on part. essaye de voir l'événement arriver dans le système, d'accord? Quelque part, ok. Mince, il est en rouge. Ouais, c'est pas grave ça. Ah, c'est pas grave. Événement, et du coup, on parlait d'un service, Toto. Ok. Peut-être avoir un peu plus de nomenclature. Je vous propose. Hein. On va déposer un conteneur. Voilà. On va faire simple pour l'instant. On va dire que le conteneur déposé vient d'un truc qui s'appelle déposer un conteneur. Ok, ça marche. Et du coup, c'est rouge. Le conteneur a bien été déposé. Une chose à la fois. Ça vous va? Alors attends, on va avancer sur cette étape-là. Yes. Donc là, On va crée créer du ça. coup les objets qui vont bien. donc là, c'est la représentation dont tu parlais, Félix, je suppose. Ok. Ok. Et après, il me faut un service. Ok, on va faire ça. Et puis, on va faire créer. Hop. Ok. Attends là. Désolé, je connais plus mes raccourcis. Grégory, Alors ne on a juge pas. précodé une solution en plusieurs étapes. Donc on Ouais. switchera dessus à chaque fois et on vous présentera ce qu'on avait réfléchi déjà par avance. Mais bon, voilà, Ok. c'est intéressant. Et du coup, je lance et puis on voit ce qui se passe. C'est quoi la particularité du coup de
Ah Déjà, bah ça, c'est vert. Hein. formidable TDD, franchement. TDD, ça on marche n'a même pas super eu de bien. boucle rouge. Mince. Incroyable. Il y aurait comme un problème. Qu'est-ce que je dois vérifier du coup sur mon événement, sur mon conteneur déposé? C'est quoi les choses importantes qui permettent de dire que mon conteneur a été déposé sur un quai? Ok, ça marche. Le quai, peut-être. Ouais, le quai aussi. Où Le il était quai. déposé, ouais. Ok, Qu'est-ce que tu nous fais? Alors, tu nous fais un record? ouais. Bon, c'est un truc assez simple. Donc c'était identité du conteneur et l'identité du quai ou le quai comme ça. Numéro de quai. Numéro de quai. Ok. Putain, s'il y avait qu'autant de cerveau dans la salle, on n'arrive pas à le vendre ce logiciel. Et du coup, bah là, il faut que j'asserte quoi? Faut que je fasse quoi? Ça doit valoir quelque chose à un moment donné, je suppose. Ok. On voit déjà 8. Ok, 8. On va peut-être lui donner un conteneur à déposer, non? Niveau 12. Où ça? Dépose un conteneur. Ouais, ok. Donc là, je mets 8 Donc là, on dépose un conteneur sur quoi? Sur un quai. sur un quai. Ok, D'accord. c'est parti. Et avec un identifiant. Ok, ouais. Allez, hop. Ah, ça marche plus, ça y est. Ça y est, là, c'est. DDD, ça marche. Ok. Du coup, on va là. J'ai dit DDD, TDD, ça marche. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Faut faire le code, peut-être. Parlez pas tous. Alors. On fait passer le test, du coup, new conteneur déposé. Ok, c'est parti. Ah oui, la baby test. Parfait. Hop, et on relance ici. Il te disait même de le mettre en dur, non? Je pense. C'était pas ça ta suggestion? Ah, peut-être. C'est juste de faire passer le Ouais, on va pas le faire Le- trop par l'absurde. Le test, il passe, parfait. Bon. Ok. Bon, S et S1, c'est peut-être pas forcément parlant. Refactor. Hop. Donc pour ceux qui sont pas familiers du TDD. Ah ouais. Ah, bien joué, vous êtes... On a une suggestion, il faudrait typer. Ok. Alors juste, que on va je peux expliquer pour ceux qui sont pas familiers du TDD. Effectivement, on essaie d'abord d'avoir du rouge, ça marche pas, pour prouver qu'on a quelque chose à faire finalement. Qu'on met une assertion qui ne marche pas. Ensuite, on va mettre un code qui marche, qui est peut-être un peu pas terrible. Et ensuite, on va refactorer. Donc c'est vraiment les 3 étapes du TDD. Red, green, refactor. Voilà. D'abord, ça marche pas, ça marche, et on refactor en faisant un peu mieux. Tout à fait. Et on essaie d'y aller en baby step surtout, en petites itérations. C'est ça. Du coup, ça parlait de typer un peu les identifiants. Ok. Ok, si tu le dis. Et du coup, je dois faire quoi concrètement? Le string, il faut remplacer ça par ID. Ok. Donc Toulouloulout. Vous avez débloqué le value object. Incroyable. Donc value object, concept du DDD. Et du coup, après, il faut... Il contient une valeur de type string. Ok, ça marche. le value object, qu'on appelle aussi parfois value type. Tiens, si tu reviens dessus, Pardon. pendant que j'explique. Celui-là. Enfin, ouais, Vas-y, pendant c'est que je quelque code. chose qui est immuable, qui n'a pas vraiment de cycle de vie. Voilà, ça apporte une valeur, quoi, en gros. Donc, par exemple, ça peut être une date, c'est un bon exemple dans certains systèmes de value object où une date à un instant T, elle ne bouge pas, et puis voilà. Oui. Allez. Allez, Vous êtes tous d'accord? Oui, vous êtes tous d'accord. Ok, donc numéro quai, pareil. Hop, et on va retourner ici. Et donc là, ça marche plus. Hop, on lance les tests. Normalement, ça devrait planter. Incroyable. Et du coup, bah maintenant, il me faut un ID conteneur. Hop. Désolé, je connais pas mes raccourcis. Et 12. Alors, qu'est-ce que ça dit maintenant? Bah, ça dit que ça marche pas pour l'instant. Hop. Moi, je t'avoue que je parle en même Numéro temps, quai, pardon. Numéro j'ai quai. pas tout suivi. C'est vrai. Bah, là, je vais relancer les tests et puis on va voir que ça marche pas. Alors que ça marche pas, vous le savez très bien pourquoi. Puisque ça, c'est plus vrai. Donc on va faire ça comme ça.
pour le moment. Donc là, on va chercher la valeur On va dans le chercher value la object. valeur, ouais. Et là, ça passe. Magnifique. Top, top, top. Ok. Bah bravo, on a déposé un conteneur. On passe à la suite ou quelqu'un a une objection sur ma gauche? Ah, vas-y. Conteneur déposé, on est d'accord que c'est un événement. Enfin, c'est un truc d'event storming, ou c'est un événement qu'on devrait publier quelque part pour balancer dans un contexte. Ouais, très bonne question. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait de l'événement? On devrait le publier. On va y venir. En fait, on y arrive. C'était l'étape suivante. Là, c'est la première étape, on va dire très très simple. Ok. On peut montrer tout de suite ou pas la solution. Enfin, la solution. Nous, ce qu'on avait fait en step 1, voilà, Attends, tu me demandes beaucoup, faut que j'ouvre un terminal. à tête reposée. Alors hop. Hop. On va voir qu'il n'y a peut-être pas tellement de différence que ça, puisqu'on avait déjà effectivement le conteneur déposé. Donc, il y a ces trois choses-là qui sont communes, sauf l'IDK qui s'appelle numéro key dans l'exemple que l'on a fait. Et par contre, le service, il n'existe pas. Alors nous, on avait fait, si tu peux montrer effectivement le test. Ou le test, ouais. Ou le test. En fait, on est parti de l'agrégat conteneur qui gérait l'événement déposer conteneur, enfin la commande déposer conteneur, puis générer l'événement conteneur déposé. Donc là, on a utilisé la notion d'agrégat plutôt qu'une notion de service qui n'avait pas forcément de plus-value ici, mais après, c'est des façons différentes, des approches différentes. Et ici, Justement, te permet de trancher entre l'utilisation d'un service et l'utilisation directement de l'agrégat. Alors, qu'est-ce que je pourrais pour moi, répondre à ça? idéalement... Oui. Ah bah vas-y, si tu as une réponse. En fait, moi, initialement, j'étais parti de l'idée de prendre un service parce que pour moi, j'avais dû injecter une abstraction qui se charge de publier l'événement. Et après, à l'intérieur, comment le tout est créé, en fait, je m'en fous, c'est du détail d'implémentation. En fait, ton service, il devait faire une sorte d'orchestration entre justement le boulot de l'agrégat et autre chose En fait, à côté. Dans ma tête, j'étais peut-être trop au niveau, enfin pas aussi proche de l'objet que ça. Je m'étais dit, j'expose un cas d'usage. C'est une méthode que je dois exposer, ce qu'on a tendance à appeler un service. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur, je m'en fous. Ce que je veux voir, c'est qu'à un moment, quand j'appelle la méthode du service, je veux pouvoir vérifier qu'il y a un événement qui est publié sur un truc, je ne sais pas comment c'est fait, mais c'est une abstraction. Alors le service, c'est un truc effectivement qu'on voit partout, dans toutes les bases de code, etc. Qu'il y a beaucoup de développeurs qui aiment bien. Quand on fait du DDD, on va essayer... on ne peut pas partir par défaut sur du service. Pour moi, le service, le domaine service, c'est quelque chose qui existe en DDD, l'application de service aussi. C'est plutôt pour gérer de l'orchestration. J'ai plusieurs choses à appeler, j'ai plusieurs agrégats. Par contre, le comportement de métier, il ne doit pas se trouver dedans si possible. Il doit se trouver plutôt dans les agrégats et dans les objets qu'on gère en fait et qui ont un comportement. Ça, c'est un modèle anémique, c'est quand on n'a pas de comportement sur nos objets. Et on essaye justement de combattre ça, d'en mettre un maximum sur notre agrégat conteneur qui doit être intelligent. C'est un objet intelligent. C'est ça. Vas-y. Question, du coup, comment on prouve que ça a une utilité si c'est pas relié à un service? Ah bah pour l'instant, ça sert à rien. je ne peux pas le vendre le logiciel parce qu'effectivement, il n'a pas de point d'entrée. Il ne sert à rien. Voilà. Mais là, on est un peu dans l'exercice on démarre from scratch. Mais effectivement, alors après, tu vois, le raisonnement est biaisé parce que tu dis qu'il faut le relier à un service. Il faut le relier à quelque chose. Est-ce que c'est forcément un service? Mais effectivement, il va falloir qu'on ait un point d'entrée sur notre code. Là pour l'instant, il n'y en a pas. C'est le test, là, Aujourd'hui, oui, il y a un c'est le test. test. Mais le test, dans une application réelle, le test n'est pas le point d'entrée. Voilà. Tout à fait. Et puis là, du coup, moi, pour cette première étape, et après je te donne la main, Greg. Du coup, pour ce truc-là, j'ai appliqué les règles un peu du DDD pour l'exemple, de dire que voilà, le conteneur, il doit avoir il doit garantir l'intégrité de ce qui se passe. Et là, on me demande à ce que le conteneur il soit déposé sur un quai. Bah, du coup, je lui donne cette responsabilité, je lui donne le quai et il est déposé dessus. Greg. Généralement, l'agrégat il est stocké quelque part et le service c'est lui qui va aller faire la moulinette d'aller récupérer justement cet agrégat. Du coup, que ce soit dans une base de données, en mémoire ou en caisse. Tout à fait. Pas nécessairement l'utilité. Tout à fait. On lui verra peut-être après. Ouais. Attends, un petit bandeau spoiler alert qui commence. Spoiler là. Allez, on va avancer parce qu'on a encore des choses à voir.
Belle transition. Voilà, donc le on a vu- repository. Jusqu'ici, les domaines labels, c'est des agrégats composés d'entités de value object. Et on a le pattern repository qui a été popularisé plutôt par Spring ou par d'autres frameworks. Mais en fait, ça vient bien du domaine driven design. Ça date de 2003, ce pattern-là. Spring l'a repris, c'est pas l'inverse. C'est ça. Et du coup, le repository, c'est une collection d'agrégats. Donc, en fait, dans un repository, ce qu'on va get et ce qu'on va save, ce sont des agrégats, donc des entités autonomes. Et le repository, ça va être représenté sous la forme d'une interface. Donc l'implémentation, c'est un détail d'implème, en fait, tout simplement. Ça peut être effectivement une base de données, un fichier, ça peut être des appels à droite à gauche, en mémoire, bref, voilà, ça peut être un peu ce qu'on veut. Et on va faire émerger une nouvelle notion qui va être la commande, qui va porter en gros, qui va porter les infos nécessaires à une action. Donc c'est-à-dire que, dans notre cas on va le voir, mais ça va nous donner tout ce qu'on a besoin pour exécuter le dépôt du conteneur sur un quai, dans notre exemple. Et après il y a la notion d'event publisher, mais ça, c'est pas forcément utile de le savoir tout de suite, mais ça répond peut-être à ta question de tout à l'heure, c'est qu'à un moment donné, j'ai besoin de publier les événements métiers. Donc il y a des notions d'event publisher, d'event store, des trucs comme ça qui commencent à apparaître. Mais là, on va vraiment, pour cette notion-là, on va vraiment être dans l'implème et on va être au-delà de ce que le DDD nous apporte. Donc on va encore live coder. Et donc là, a priori, il faut que tu te rapproches un petit peu pour qu'on te voit à la caméra. C'est vrai, mais moi, j'ai pas envie d'être vu. Oui, c'est bon. Je suis pas dans le cadre, voilà. Mais on entend ma belle voix, non? Donc c'est suffisant. Où est mon IDE? Il est là. L'action, elle devra toujours produire le même résultat. Ça va dépendre. Ça dépend de ton besoin. Ouais. Si ton besoin, c'est de produire un résultat différent, non. Là, j'ai envie de dire que si on veut déposer un conteneur sur un quai et qu'on veut enregistrer le numéro de quai, on va faire en sorte que ça produise toujours la même chose. Ça dépend. Parce que s'il est déjà déposé sur un quai, peut-être. Oui, alors Après, s'il y a l'exception, effectivement. Effectivement. Du coup, on repart de votre truc, enfin de ce qu'on a produit ensemble. Et on va plutôt le dire comme ça. Tu repars du code ou de notre step 1? Ah, n'importe. Je sais pas. Non. Vous voulez repartir de votre version ou... Ouais, à la limite. Ouais, allez, c'est parti. Allez. Du coup, on a cette histoire de service, ok, pourquoi pas, avec déposer un conteneur. On a dit qu'on devait introduire le repository parce qu'effectivement, on a cette notion de trucs qu'on sauvegarde, mais en fait, on ne sait pas trop ce qu'on en fait. Oui, tout à fait. Qu'est-ce que vous feriez comme repository? Allez, c'est parti. Je l'ai écrit directement ou je change le test? Pas de... C'est pour l'exemple. Il faudra plutôt partir, je pense, du test qui nous dit qu'est-ce qui se passe si le conteneur n'existe pas. Ok, ça marche. Du coup, tu veux faire un nouveau test? Un test qui dit, sachant que j'ai pas de conteneur identifié 8 par exemple, qu'est-ce qui se passe quand je demande de poser le conteneur 8? Ok, c'est parti. On va prendre ça. On va prendre ça. Oups. Ah, perdu. Hop. Faire ça comme ça. Numéro OK. Ok. Et du coup, comment tu ferais donc je suis entendu conteneur repository. Dans mon repository, de me retourner, donc je le bloquerai ici. Ok. Je demanderai de me retourner soit une erreur, soit vide, ça dépend ce qu'on veut mettre comme Ok. interface. Un vide, un optionnel. Là, je lui demanderai de me retourner vide, que ce soit une erreur ou un optionnel vide. Et en fonction de ça, je m'attendrai à avoir un événement qui me dit que je n'ai pas réussi à déposer le conteneur. Un événement, du coup, j'aurais tendance à traiter le truc par un événement. C'est un événement, en fait, parce que c'est quelque chose auquel tu peux t'attendre. D'avoir une commande qui te demande de faire une action que tu n'es pas en mesure de réaliser. Et dans ces cas-là, je préférerais le voir dans mon flux d'événements que dans son exception. Après, ça se discute. Du coup, on est en train d'ajouter dans le test le conteneur repository. Donc on en a moqué, donc on est en train de simuler son comportement en fait.
Donc, on est en train de dire que quand je fais une recherche sur un repository de conteneurs, on retourne donc, quelque chose de vide. Okay, donc ça, on est en train d'écrire ça dans le test. Du coup, on doit implémenter, enfin, mettre les méthodes déjà, la signature. Merci. Ça vous convient, ça, pour l'instant? Donc là, on a une première méthode voilà, qui dit je peux trouver un conteneur par son identifiant. Enfin, je peux trouver un truc. Un truc, enfin, ouais, d'ailleurs, un truc, oui. Un truc, forcément. Ok, donc Ouais, on va typer, il faut que je crée un conteneur. Ok, ça marche. Hop, Ah, bah voilà, le conteneur, il est là. il est là l'agrégat, ça y est. C'est vrai qu'on avait quand même besoin d'un conteneur à un moment donné. J'aurais dû mettre les musiques de Zelda ou quelque chose comme ça. Non, ça c'est Pardon, ça c'est un repo. ça c'est un repository. Et ça c'est un agrégat. Ok. D'ailleurs, il n'y a qu'un seul G, je crois. Il n'y a qu'un seul G en français, mais ouais. c'est pas grave. Ok, et du coup, là, si je dépose un conteneur, tu m'as dit que tu feras un événement. Bah, moi, je propose de faire un événement, mais après, la gestion par exception, ça s'entend aussi. Vous préférez quoi? Allez, Donc un la event. question c'est quand on dépose un conteneur et qu'il n'y a rien qui est trouvé, c'est ça? On va émettre un événement qui va le préciser qu'un conteneur n'a pas été trouvé. Voilà, que le conteneur finalement en question est inconnu. Voilà, qu'est-ce qui se passe? Ça va comme ça? Je l'écris en Le français. conteneur n'a pas été trouvé. Ouais, Ou NA, not a number, non. c'est bien. Et du coup, on va prendre... Intelligent, il n'aime pas les accents. Ouais, c'est vrai. Hop. Et qu'est-ce que j'insère dessus? Question. Comment? Ok. Donc je reprends ce truc là quoi. Ok, Donc là, du coup, comme ça n'existe pas, il n'est pas content. tout à fait. Et puis c'est surtout que pour l'instant ça retourne pas la même chose. Donc je suis désolé, on n'est pas en TypeScript. On passe sur un événement du coup. Ouais. Tout à fait. Du coup, bah là, c'est soit conteneur déposé, soit... Non, pas forcément. Tu peux faire une classe parent des deux types conteneur déposé et conteneur n'a pas été trouvé. Comme ça, tu peux faire tourner Un héritage? le type. Tu veux parler d'un héritage? Ok. Ça te va comme héritage ou pas? Ça marche, non? Ah merde, ça marche pas. Attends, pourquoi ça marche pas? Il faut caster. Ah oui, il faut le caster. Bah oui. Effectivement. Alors hop. On peut le caster. Bon, voilà, on va le faire pour l'exercice. Hein, sinon, on va y passer beaucoup de temps, je pense. Ah, et il manque l'ID conteneur ici. Non. Pardon, hein Aether. On, Ouais, Vaver, je fais pas de Vaver. on fait du Java ici. On n'a pas mis la librairie. Non, c'est vrai que Vaver, j'ai jamais joué avec. Ok, donc pour l'instant, ce test ne marche pas. Donc on va faire l'implème. Donc il va nous falloir le repo. Donc là, on va devoir injecter, forcément, utiliser le repository de conteneurs dans notre service. Tout à fait. Donc, voilà. Donc on va aller le chercher, l'ID du conteneur. Et donc là, qu'est-ce qu'on fait? Map. Return de ce truc-là. Point map, si la valeur existe, du conteneur déposé. Comme ça. Ce conteneur n'a pas été Conteneur, hop. trouvé. Monopoliser la parole. Et Orelsan, du coup. Il y en a qui l'ont pas. Ouais. Ouais, c'est pas mal. Ouais, donc le map, on peut essayer d'expliquer. Il y a un conteneur du coup qui est optionnel, on l'a ou on l'a pas. Donc si on l'a, on retourne ce conteneur déposé, cet événement-là. Si on l'a pas, or else, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on va créer un autre événement qui dit le conteneur n'a pas été trouvé. Yes. Voilà, donc là, le code, il est effectivement. je Il faut crois connaître qu'il un peu les. Non, je sais plus comment on le. C'est terrible ce qui se passe. Attends. C'est pas or else flèche. Yes, et du coup là c'est object ici. Voilà, comme ça.
Voilà, ouais. Alors bon, c'est pas très beau, mais c'est pas grave. On va avancer. On fait du Java ici. Ok, donc l'autre il marche plus. Incroyable. Alors pourquoi il marche plus? Peut-être parce que le repo il n'a pas été moqué dans le deuxième test. Puisque ici il va peut-être falloir lui Du dire. coup, notre premier test casse. Parce qu'effectivement, on n'a pas dit qu'on avait trouvé le conteneur et que du coup, on avait l'événement conteneur déposé. Et Hop. du coup, notre test a cassé. Exactement. Bon, là, on fait un. Voilà. C'est pareil, des tests assez rapides, mais. Et là ça va marcher. Incroyable. Blablabla, ça marche. Magnifique. Slide suivante. Qu'est-ce qu'on avait dit qu'on faisait dans cette step-là? Je regarde en même temps. On a dit qu'on faisait une commande aussi. Parce qu'on n'a pas, finalement pas oui. vraiment fait apparaître cette notion de commande. C'est vrai. Il est où mon déposé conteneur? Que la commande, c'est un pattern, hein, le command pattern. C'est aussi une façon de passer des actions qui permettent d'altérer le système. A contrario d'un événement qui, lui, est un fait passé du système, un fait immuable. C'est ça. La commande, c'est quelque chose qui va venir pousser une modification. Donc là, on va essayer de la faire apparaître ici. C'est un pattern qui n'est pas du DDD stricto sensu, mais qui va très très bien avec ce qu'on fait ici. c'est ça. Aujourd'hui, elle apparaît actuellement dans ce qui a été produit au travers du nom de la méthode. Mais il y a d'autres manières de le faire, notamment peut-être en faisant disparaître la notion de service. Ok? Peut-être. Oui, on peut. Peut-être. Peut-être. Je dis peut-être. Comment le feriez-vous du coup? La ferme de commande, c'est des objets en fait, qui représentent la commande, l'action qu'on veut effectuer. Ok. Du coup, tu ferais comment? Ce serait pas juste une classe qui englobe ID conteneur et numéro de clé, par exemple? Ok. Donc vous feriez. Bon, on fait plus de tests là, mais on voit. Hein. Oui, oui. On illustre le pattern d'abord. Le TDD, ça va bien 5 minutes. Hein. Ouais. C'est pas une science exacte. Comme ça? Ok. Et ensuite, j'en fais quoi de ça? Ici? Et du coup, après, je m'amuse à mettre des commandes points. Hop. Donc là, effectivement, on est en train de dire qu'on a un objet qui porte ce qu'on a besoin, ce dont on a besoin pour effectuer notre action. Donc c'est un espèce de ce qu'on appelle un Pojo en Java, ou c'est un sac à données, quoi. Et on va l'utiliser pour récupérer nos identifiants et effectuer notre action. C'est effectivement une façon aussi d'implémenter ce pattern. Mais... Ok. Alors, toc. Numéro de quai. Et on va le passer en paramètres. Je vais faire pareil au-dessus. Hop. Et on relance. J'ai perdu mes tests. Je sais plus la commande. Commande Shift F10, je crois. Mais... Greg, il t'avait appris les raccourcis. Ouais, non, mais c'est... C'était sur Windows. Magnifique. Et là, ça passe, toujours. Voilà. Ok. Alors, ce que je propose, c'est de montrer une autre façon de faire. Voilà, ça, tu peux et commiter. Et on va montrer ce dont on avait, ce qu'on avait fait en parallèle avant. Pendant que tu commites, est-ce qu'on n'aurait pas pu aussi renommer le service en use case en disant déposer dépôt d'un. Alors, du coup, tu aurais mis quoi? Je t'écoute. Dépôt de conteneur, je pense. Pour l'instant, il fait que ça, ce use case. Ça? Comme ça? Oui, je pense. Alors tu parles d'un use case, là effectivement, tu dis c'est un use case. Alors c'est intéressant, il y a des architectures qui ont cette notion de use case, la clean architecture notamment. C'est pas là quelque chose qu'on a fait apparaître, mais je pense que du coup, on va essayer de ne pas la casser les toutes neuves. C'est pas quelque chose qu'on avait fait apparaître, mais pourquoi pas. Effectivement, ça marche aussi. Du coup, on va vous montrer la version step 2. Hop. Et du coup, en fait, l'équivalent du service finalement de l'autre version, en fait c'est la commande directement. Donc là c'est le pattern commande, de dire en fait j'ai une classe qui s'appelle déposer conteneur, qui a une méthode d'exécution qui prend 2 paramètres, et en fait c'est déposer conteneur qui a accès, modulo l'event publisher, on s'en fiche un peu, mais du coup qui a accès à tout ça, notamment au conteneur repository, et qui exécute l'action. Et là vous voyez que dans l'exécution de la commande, donc là on est sur un objet qui est plus intelligent que celui de tout à l'heure où c'était juste l'objet commande portait juste les informations. Là, non. Là, c'est
C'est quelque chose qui exécute du code et qui vient dire je vais chercher mon repository, je vais chercher mon conteneur grâce à mon repository, je génère mon événement grâce à mon agrégat conteneur, je vais sauvegarder mon conteneur qui a évolué et je vais publier mon événement. Effectivement, là on a oublié de revenir sur cette notion d'event publisher. Ça, c'est une autre façon d'implémenter. Enfin, c'est plutôt le comment pattern tel qu'il est dans la littérature, c'est plutôt comme ça. C'est-à-dire qu'on a vraiment une classe qui exécute des actions qui n'est pas forcément intelligente, mais elle va venir faire de l'orchestration. C'est ça. Et ça peut ressembler aussi à une notion de service dans certains cas. Voilà, et là, il n'y a pas une réponse unique, de toute façon, à un problème de... En revanche, ça a un intérêt, en tout cas je trouve, c'est que les commandes, qui commencent par un verbe, généralement, c'est votre besoin métier, en fait. Du coup, si vous allez chercher toutes les classes qui commencent par un verbe, donc généralement votre règle, vous avez tout dedans, quoi. Il y a quand même une différence fondamentale entre ça et le command pattern. Enfin, en tout cas, là, on ne le voit pas forcément, mais le command pattern, normalement, les commandes, elles sont exécutées à la demande. Ça ressemble à un service Spring tel qu'on pourrait le trouver. Ça pourrait être un singleton bête et méchant. Il faut quand même, du coup, nuancer là-dessus, je pense. Sur le command pattern, c'est au moment d'exécuter la commande. Dans l'instancie, on est avec l'exécution. Dès que tu vas exécuter ton use case, tu vas exécuter une nouvelle commande. Parce que normalement, dans ton système, tu dois être capable de pouvoir tracer les commandes qui sont passées. Et là, en fait, tu as un singleton. Ça, c'est une façon de l'implémenter qui n'est pas forcément la seule façon, ce que tu dis. Pour moi, on peut effectivement la tracer. Ça aurait du sens de dire, on peut faire du command sourcing, du coup, tracer les commandes, effectivement. Ce n'est pas une obligation non plus, ça dépend ce qu'on veut faire. Effectivement, si on veut les tracer, c'est mieux de l'instancier, du coup, au moment où on en a besoin, quoi. Effectivement. Ouais. Oui. Bon, il n'y a pas grand-chose à voir, quand même. Il a de la logique, puisque en fait il y a quelque chose qui change, qui va peut-être apparaître après dans ce qu'on va faire, mais c'est qu'à un moment donné il porte la responsabilité dans ce cas-là de savoir sur quel quai il est déposé, donc quand je le manipule il doit se passer des choses, quoi. Alors, ici, ce qu'il fait, c'est que quand il est déposé, son état est altéré. On garde la trace du quai sur lequel il est déposé, que le champ déposé sur, et il génère l'événement surtout. Donc c'est lui qui a l'intelligence de dire « je construis l'événement conteneur déposé ». Donc l'agrégat, alors bien sûr, là on est sur un use case très simple. On imagine qu'après, on va mettre beaucoup plus de choses. Yes. J'avais une question, si tu peux revenir sur la commande. Oui. Si je devais vérifier que mon quai est plein, je le mets là ou je le mets ailleurs? Je pense que là, il y a une notion de domaine service qui va commencer à apparaître. Dans le sens où tu vas devoir avoir cette notion de quai plein, qui est portée quelque part. Donc il faut d'abord vérifier ça avant de demander au conteneur d'être déposé, quoi. Donc là, tu rentres dans cette logique de domaine service, d'orchestrer des agrégats. Parce que là, on va aller chercher des trucs à gauche et à droite, et du coup, effectivement, là, le service, il a du sens. C'est ça. Ouais. Tout à l'heure, on a généré un événement pour dire que le conteneur n'était pas présent. Tu as dit juste avant, dans la partie conteneur, c'est lui qui est responsable de générer l'événement conteneur déposé. Dans le cas où on veut générer l'événement conteneur inconnu, ce serait pas le conteneur qui le générerait, cet événement. Ça aurait pas trop de sens, effectivement. Pas trop de sens. Donc, ça veut dire qu'en gros, on va avoir des événements qui seront à la fois générés par des conteneurs ou par des commandes. Oui. Mais en fait, par la commande, en fait, je pense que ça va aussi dépendre de l'implémentation qu'on en fait, parce que le repository, il aurait très bien pu ne pas du tout renvoyer d'optional et renvoyer une exception, comme on en parlait tout à l'heure. Et donc là, tu n'as plus de notion d'événement. Mais en soi... Excuse-moi, la plus-value finalement que le conteneur soit à l'origine de l'événement conteneur déposé, ça aurait pu vraiment... est-ce que ce serait pas plus simple de gérer la génération de l'événement depuis justement cette commande? Comme ça, on aurait quelque chose de consistant selon les deux événements possibles de générer. Je sais pas. C'est à réfléchir après, effectivement, poser le pour et le contre entre la... En fait, c'est que là, si on reprend le code précédent, pour l'instant, le conteneur, dans la version qu'on a fait tous ensemble, le conteneur, pour l'instant, n'a aucune logique. Donc pour l'instant, on est toujours sur du service pur et pas de logique métier centrée dans notre domaine. Donc, ouais, à voir. Moi, je pense... là, comme ça, à chaud, je dirais que cette histoire de conteneur introuvé, je donnerais peut-être la responsabilité au repository de le faire, personnellement.
Ça veut dire qu'il y a peut-être une implémentation aussi qui peut se trouver dans le domaine avant d'aller dans l'infra. Il y a des questions, je propose après d'avancer parce qu'on a encore des choses à, on a encore des choses à montrer. C'est du détail, mais si on voulait mettre le plus d'intelligence dans l'objet conteneur, ce qu'on pourrait faire, c'est lui passer en fait une norme d'expression avec le repository intérieur qui dit par exemple est-ce que le conteneur que je cherche il existe, et vraiment mettre toute l'intelligence dans le jeu et comme ça il interroge ça. Si ça existe, il dit ok, visiblement de ce qu'on a besoin de faire là, il n'y a pas besoin des informations qui retournent au repository, il a déjà tout ce qu'il faut pour faire la suite. Et quand ça n'existe pas, il crée lui-même. Tu as besoin de récupérer le conteneur du repo. Ce que tu dis, c'est qu'effectivement, on peut injecter par exemple le repository dans le conteneur. Il faudrait voir, effectivement, pourquoi pas, pour garder l'intelligence dans l'agrégat conteneur. Ouais, c'est une approche, faudrait voir ce que ça donne. Voilà, je sais pas. Ça commence à faire des interactions dans un. Un peu ma question, c'est que là, pour l'instant, ça ressemble beaucoup à une machine à l'état en fait. Cette machine, c'est-à-dire que tu as juste l'état et des transitions entre les états. C'est le principe d'un agrégat. C'est le principe d'un système informatique, j'ai envie de dire. Pardon. Si tu injectes un repository, justement, ça fait plus de choses. Oui. Après, là, on est sur un truc très simple. Je propose d'avancer parce qu'on a encore des choses qui sont, je pense, intéressantes à montrer. Pardon. Du coup, juste pour, c'est ce qu'on vient de faire, en fait. Là, on a bien une commande, l'événement conteneur déposé qui est généré par l'agrégat, ça c'est dans la version qu'on a faite. Voilà, il y a d'autres façons de faire, comme on l'a vu ensemble finalement, mais voilà. Ça c'est un moyen. C'est ça. Pause avancée. Ouais. Enfin, si tu veux, voilà. J'allais dire, parce que là ça va être avec les conformistes. Il y a un truc qu'on n'a pas forcément vu et qui n'est pas sur ce screenshot là, c'est que comme on est sur de l'état et des choses qui vont varier dans le temps, là dans le screenshot on voit pas que le conteneur il faut le re-sauvegarder. C'est un petit oubli sur le screenshot, mais à un moment donné, dans notre repository, faut repersister le conteneur. Donc à un moment donné, on aurait un conteneur repository.save de notre conteneur, parce que sinon, ok, on a déposé le conteneur, mais on n'a pas sauvegardé son état. Donc la prochaine fois qu'on appelle notre conteneur, on a perdu ce qui se passait, quoi. Tout à fait. Donc il ne faut pas oublier cette partie-là. Maintenant, on va parler un peu de context mapping. C'est ça. Et là, on revient un petit peu sur le DDD stratégique. Ça, c'est... Context mapping, c'est vraiment aussi un des trucs de base du DDD stratégique. On a les fameux bandits de contexte qu'on a vus. Et en fait, le context mapping, c'est les relations entre ces contextes. Et la typologie, la nature de ces relations. Donc pour rappel, on a bien notre core domain. Là, on est en train de coder ici sur le transport du conteneur, notre core domain. C'est ce qu'on est en train de coder ici. Et on a ce fameux supporting subdomain qui fait de l'inspection de conteneur. Et là, on s'est dit, voilà, il y a un service SaaS sur l'étagère qui existe, on va l'acheter. Donc le context mapping qu'on va écrire, ça va être ça. On a une relation downstream upstream. Upstream, donc ça encore une fois, c'est le vocabulaire DDD stratégique. Upstream dans le sens où forcément c'est le fournisseur du contrat SaaS, donc de l'API HTTP par exemple. Vous n'avez pas moyen de la changer, hein, d'accord, donc vous êtes dépendant. Donc il est upstream parce qu'il va vous impacter avec son interface, son API HTTP, avec son nommage. Les verbes get, put, post, etc. Et nous, on est downstream, parce qu'on dépend de ce truc-là. Et la relation, elle est conformiste parce qu'on doit s'y conformer, en fait, on n'a pas le choix. C'est comme si vous vous mappez sur sur les API Google, machin, c'est les API Google. Vous ne pouvez pas leur demander de changer les API parce que ça ne vous va pas. Vous vous conformez aux API. Et là, c'est exactement ce qu'on fait. Le problème, c'est que... J'allais dire, c'est pareil peut-être dans vos missions ou ces choses-là, où vous avez des équipes qui vous fournissent des Swagger et donc vous vous conformez à ça, et puis voilà, quoi. Mais ça nous embête vachement, parce qu'en fait, encore une fois, c'est notre core domain, c'est là où on veut faire notre business. Et on ne veut pas que notre core domain il soit pollué. Ça veut dire qu'on ne veut pas dépendre de choses de l'extérieur. Voilà, on ne veut pas dépendre d'un contrat qu'on ne maîtrise pas, et sur lequel on va devoir implémenter des choses un peu... l'API, elle est peut-être pas très belle, elle est peut-être... Voilà, on n'a pas envie de dépendre de ça. Donc comment on va faire ? Comme souvent, comme souvent avec les patterns solides, le fameux D de solide, on va utiliser l'inversion de dépendance, enfin en tout cas une forme d'inversion de dépendance. C'est ça. Tu vas vite. Ouais, t'as vu ça ? En mettant en place la notion d'ACL. Donc Anti-Corruption Layer. Donc pareil, ça fait partie de la stratégie DDD.
c'est dans les moyens de communication, dans la partie communication du DDD. Donc l'ACL, ça va être d'isoler grosso modo les dépendances externes pour lui donner la responsabilité en quelque sorte de faire un peu du mapping entre notre domaine que l'on veut isoler et l'extérieur. Je ne sais pas si tu veux rajouter un truc. Non, c'est bien, c'est ça. Et en fait, du coup, on va plus être dans une relation conformiste. En context mapping, c'est un ACL en fait, donc un anti-corruption layer, ce nom un peu barbare. Et effectivement, là, ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir, nous, dans notre domaine, donc on va avoir les petites boules rouges, c'est notre vocabulaire, en gros, c'est notre façon de faire. On va garder ça dans notre contexte. L'ACL, il va nous permettre, en fait, de transformer, du coup, notre vocabulaire, notre langage, en quelque chose qui correspond au contrat du fournisseur de service, d'accord ? Et donc, il va faire ce mapping, cette transformation entre les boules rouges et les triangles jaunes. L'ACL, il va nous permettre d'appeler le subdomain d'inspection de conteneurs sans qu'on ait trop d'impact dans notre système à nous, d'accord ? Donc, c'est un pattern qui est vachement important et très intéressant. Et concrètement, et donc, en fait, nous, notre lien, ça, c'est aussi le résultat de l'event storming. On était bien sur le conteneur déposé. Tout à l'heure, on a parlé d'événements publiés. Voilà, l'événement doit être publié pour après qu'il y ait une réaction. On a bien un lien entre le conteneur déposé et l'inspection de conteneur. C'est quand le conteneur est déposé que l'inspection du conteneur doit être déclenchée. Donc, on a la flèche. Et la CL, finalement, du coup, il va gérer cette flèche-là. C'est lui qui va faire le lien. Et on va voir comment, on va le coder. Alors, effectivement, oui, quelque chose que j'avais oublié, c'est qu'en fait, pour les plus perspicaces d'entre vous, quand on dit inversion de dépendance, c'est toujours un peu subtil. On a inversé la dépendance. En fait, on a inversé une partie de dépendance au build, c'est-à-dire qu'ici, au build, je ne suis plus dépendant du contrat d'inspection. Au runtime, je suis toujours aussi dépendant, c'est-à-dire que si le logiciel SaaS d'inspection, il est par terre, je ne fournis plus de service, d'accord ? Donc, il y a toujours une dépendance, il ne faut pas oublier ça. Par contre, au build, ici, et dans notre core domain, on s'est isolé et on a inversé à ce niveau-là la dépendance, d'accord ? Il faut toujours... Voilà, on essaye de les inverser au build. En général, au runtime, ce n'est pas la même histoire, on ne peut pas faire ce qu'on veut. Voilà. Quand vous dépendez d'un service de livraison, si vous devez livrer et s'il n'est pas là, voilà, si le facteur ne passe pas, vous êtes dépendant de la poste quand vous livrez des colis, par exemple. Voilà. Et ça, on ne peut pas le changer. Du coup, on va coder encore un peu pour la dernière fois. Cette notion d'ACL, on va essayer. On va faire la notion d'ACL et du coup, comme on l'a dit, on a notre conteneur qui a été déposé. Donc ça, c'est quelque chose qui s'est produit dans notre système. On va s'isoler de la notion d'event publisher et tout ça. On va partir de notre conteneur déposé et on va voir ce qui se passe quand je veux appeler l'extérieur. Donc je veux appeler mon SaaS et demander une inspection de conteneur. Ça vous va ? Hop. Du coup, je suis reparti de ce que l'on a fait ensemble et je vous écoute. Incroyable. Il nous manque le publisher d'événements aussi, pour pouvoir peut-être avancer. Ouais, mais ça, on peut considérer qu'il existe et puis voilà. Tu dois faire ton domaine, ça ? La CL, ou il doit être externe au domaine ? C'est une bonne question, ça. Alors, le fait de demander l'inspection, c'est métier. Le fait de dépendre de l'ACL, c'est une bonne question. Alors, je rappelle notre contexte, on essaie de l'isoler justement qu'il soit pur et qu'il ne soit pas pollué. Ouais. Donc, on va essayer de mettre une partie des choses, en gros, pour pouvoir sortir quand même. Mais tout ce qui est un peu pas pur, on va essayer de le mettre un petit peu plus loin. Tu vois un petit peu le principe. C'est ça. Donc, effectivement, il va falloir qu'on soit un peu malin. Ok, du coup, est-ce que je repars est-ce qu'on fait un test ici, grosso modo, après avoir déposé notre conteneur, ou est-ce que je pars d'une feuille blanche qui va se concentrer uniquement sur l'inspection ? C'est très fermé comme question. Ok. L'instruction d'inspection va être contenue dans le domaine, donc on doit pouvoir l'appeler depuis Ok, du coup, le conteneur. Moi, il peut y avoir une action qui est inspecter le conteneur, ok. qui sera traitée de manière différente du dépôt. Ok, donc ça, ce test, il n'a rien à faire là ? Ou si ? Non, si. Ouais, il peut le faire. Ok, ça marche. Et donc, on va créer une commande, inspecter le conteneur. Ok, je vais la créer tout de suite. On va avoir besoin
Il faut quoi pour l'inspecter conteneur? Il faut un ID de conteneur. Ok. Et après, c'est tout. Ok. Le numéro de quai, ouais, ça peut servir. Allez. Un conteneur déposé. Une commande qui prend un événement en paramètre, c'est ça que tu... Non, pardon, c'est un événement, excusez-moi. Parce que là, du coup, c'est... Enfin, après, ça dépend la manière dont vous voulez faire la commande. Est-ce que vous voulez faire la commande comme on a présenté le pattern ou est-ce que vous voulez un objet simple? Moi, je ne sais pas si j'aurais mis le numéro de quai parce que l'ID du conteneur permet, via la repository, d'accéder aux informations du conteneur, de le récupérer. Et ensuite, savoir où est-ce qu'il est encore là, est-ce qu'il a déjà été ouvert, est-ce que... Bon, tout ça, c'est des informations qui sont récupérables via le repository, mais Ok. en soi, pour moi, juste inspecter le conteneur, on n'a pas besoin de numéro de quai. Ok. En tout cas, je vais rajouter quelque chose pour l'exemple. La solution SaaS, elle est un peu con. C'est-à-dire qu'elle va nous demander des informations effectivement sur le conteneur, savoir son identifiant, savoir où il se trouve. Et puis d'autres informations, on verra ça plus tard. Ok. Donc toi, tu le supprimerais? Ouais. Allez, ça dégage. Et ensuite, j'en fais quoi de ce truc? Quand on tourne dans le test, on va créer donc la commande. Je vais appeler commande. Inspecter conteneur, ID conteneur, ok. Donc, là, comme on veut faire un cas où le conteneur existe, on va avoir besoin d'un repo. Ok. Et pour la section, Qu'est-ce que je dois faire du coup? en fait, il faut ensuite dispatcher la commande, exécuter la commande. Ok. Je la exécute sur quoi? Commande.execute, ok. On va vérifier que notre Donc c'est une classe. que l'inspecter conteneur fait une exécution finalement. Ok, et elle exécute quoi? J'exécute tout court. Tout court, ok. Donc il me faut ça. Hop. C'est intéressant cette différence qu'on a fait avec la commande de juste avant. Là, on a instancié la commande avec les infos nécessaires et tout à l'heure, on a exécuté la commande en passant en paramètre les informations nécessaires. Ouais, tout à fait. Effectivement, c'est là où on voit il y a des approches différentes. Honnêtement, j'ai envie de dire, tant que c'est cohérent et que les devs s'y retrouvent et qu'on ne fait pas une fois l'un et une fois l'autre dans le code, j'ai envie de dire qu'il n'y a pas de différence fondamentale. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses. Non, je suis d'accord. Là, il y a une différence fondamentale par rapport à ce qu'on a fait tout à l'heure, mais c'est pas grave, c'est pour l'exemple. Oui, alors bien sûr, ouais. Dans la vraie vie, on va essayer de faire toujours la même chose dans le même projet, si c'est possible. Si c'est possible. Ok, et du coup, j'exécute et qu'est-ce que j'en fais après? Qu'est-ce que je dois asserter? Qu'est-ce qui est censé se passer? Le conteneur, pour moi, a un état qui change. Il est, par exemple, inspecté, ou, je sais pas, ou rejeté. On va dire qu'il est... Là, c'est le SAS normalement qui vient de la charge. Ouais. Alors là, ouais, on a caché la partie droite, rappelle-toi. Du coup, on va pas gérer ce qui se passe après l'inspection, quoi, on va dire. Voilà. J'aurais injecté une dépendance au service d'inspection dans la commande. Et l'exécution utilise ce service pour inspecter le conteneur. Ok. C'est une possibilité. Ok, du coup, Du coup, le service serait placé à la commande au moment de l'instanciation de la commande. Ok, donc ici, tu parlais un service d'inspection. Je l'appelle comment? Service d'inspection? Inspecteur Gadget. Pas mal. Comme ça. Service d'inspection. Hop. Et tu dis que je le passe ici, grosso modo. Ouais. Ok, ça marche. Hop, on va créer la classe. Pouf. C'est une classe? C'est une interface? C'est un record? C'est une enum? Non, c'est une interface. Ça marche. Ok, donc je peux pas l'instancier. Je vois une critique dans le sens où on mélange dans les dépendances, quand on crée la commande, à la fois des choses qui sont propres au conteneur, comme son ID, et les services qui utilisent la commande. Donc, c'est un
peu inhomogène dans les arguments, donc ça peut prêter à critique. Ok. Des avis Je regarde les factos après. C'est ça. Tant que ça marche. Les pratiques système de refactor. Ok. Ok, et du coup, je l'ai exécuté. Maintenant, c'est quoi l'assertion? Qu'est-ce que je fais? Vérifier que l'état du conteneur a changé et qu'il est passé en état inspecté dans le jeu. Vous pourrez porter son flag. Alors comme on dit, on va imaginer que le SAS, on lui envoie une demande et lui, il répond pas tout de suite parce que faut que des inspecteurs viennent, etc. Et donc là, c'est ça. Tu sauras pas tout de suite si c'est accepté, voilà, si c'est on a rejeté. appelé le service. On pourrait très bien réappeler le... Dans ce cas, c'est plutôt tu dois vérifier que ton service d'inspection a été appelé. Tu dois pouvoir le repérer quelque part. C'est ce qu'on attend. Ouais. Ouais, idéalement, effectivement, il faudrait vérifier qu'on a appelé correctement le SAS finalement. C'est ça qu'on veut savoir. Oui. Voilà. T'as ça et peut-être vérifier du coup que tu as persisté une information comme quoi tu as contacté le SAS et que du coup ton conteneur passe en attente de validation. Ah, peut-être aussi, ouais. Peut-être, ça on l'avait pas fait apparaître jusqu'ici, C'est mais vrai. on peut dire qu'on est en attente de validation, d'inspection, pourquoi Ok, pas. Ouais. ça marche. Du coup, du service. Et je vérifie quoi? Il nous manque une méthode. On l'a pas écrite, donc là Ouais. c'est justement le moment. Et Kevin, tu disais? Il a été appelé. C'est quoi la méthode qu'on veut Il faut créer une méthode inspectée. inspecter? Inspecter, ok. Ok. Qui prend quoi? C'est juste inspecter comme ça, du coup, En fait, pour on l'instant? peut vérifier que inspecté a été appelé une fois. Je connais pas bien la syntaxe. Ouais, là c'est une fois par défaut. Je peux le rajouter si vous voulez, mais c'est la même chose. Par contre, faut que tu inspectes un conteneur. Donc là, je passe un conteneur en paramètres? Un ID de conteneur? Ou l'objet conteneur? On nous a dit tout à l'heure que le SAS, il était un peu con et il avait besoin de faire un Je pense qu'il faut lui balancer tout le conteneur avec toutes les infos qu'il peut avoir. Un conteneur? Ok, un conteneur. On va mettre celui-là peut-être. Je pense qu'il faut juste lui donner l'ID, parce que sinon on va commencer à mettre les informations du compteur dans le domaine. Alors c'est quoi ce pattern où on dit qu'on passe le minimum d'informations? J'oublie toujours son nom, mais dans un objet en général, je sais plus. La loi de Demeter, La loi de c'est celle-là? Demeter, Ouais, ouais. c'est bien possible. Bravo. Du coup, Projection de ton conteneur avec les infos seulement nécessaires. C'est une bonne question. ça peut, donc ça peut être effectivement une projection si on veut. Là, dans l'exemple, on nous demande l'ID, enfin le SAS a besoin de l'ID du conteneur et l'ID du quai. Peut-être qu'il suffit juste de passer ces deux paramètres-là et puis c'est tout. Voilà. J'ai une question, est-ce que le SAS ne renvoie pas quelque chose de dire le conteneur a été inspecté et voilà le résultat de l'inspection? Non, parce que c'est un truc qui est humain et du coup qui va prendre du temps. Donc tu vas pas le savoir tout de suite. À ce stade-là, on n'est même pas encore vraiment dans le service. On n'est même pas en train de communiquer avec le service encore à ce stade. C'est ça. Là, le contrat sur ce texte-là, avec l'extérieur, nous en fera pas grand-chose. Là, c'est service d'inspection, la CL. C'est la CL. Là, tu as l'abstraction. Là, en fait, on est en train de s'assurer qu'on est en train d'appeler l'abstraction qui cache derrière la CL. Qui cache la CL, ouais. Donc, en fait, ici, le contrat, il nous bride pas, en fait. Alors, ouais, c'est Ça ça. marche. Vu l'heure, on va essayer d'avancer assez vite vers une proposition aussi. Hop. Et on va montrer ce qu'on a fait après, parce que là, ça fait déjà bientôt une heure ça fait une heure qu'on est là. Après, il y a à boire, donc je sens que... Donc là, forcément, ça ne passe pas. On va faire la méthode execute. Donc là, on va s'attendre. Donc là, je suis parti du principe qu'il y aurait le conteneur dans l'inspecter. Là. Est-ce que je mets le conteneur ou je mets juste l'ID, histoire de... On met new conteneur. On va partir du principe que... hein. Ok. On va mettre le repo pour l'instant. Hop. Toc. Là, on va l'appeler. Non, il est là.
Hop. Non, c'est pas ça, c'est ça, comme ça. Waouh, c'est beau. C'est beau Java maintenant. Et franchement. Et ça passe, bravo, félicitations. Alors là, ouais. On va peut-être montrer Yes. ce qu'on a. Parce que là, on n'est pas vraiment, pour l'instant, sur cette notion d'ACL. Alors, donc on va vous montrer peut-être la solution qu'on avait écrite, enfin surtout Edouard, hein, parce que moi j'ai juste reviewé. Alors, step 3. Toc. Du coup, plusieurs choses. Plusieurs choses qui apparaissent, c'est que du coup, on a voulu, au travers de package, montrer qu'il y a bien deux choses différentes. Il y a des choses qui sont liées au quai ou au dépôt du quai, sur le quai, et il y a une notion d'inspection. Donc, c'est des choses qui sont différentes. Et du coup, pour demander une inspection, je suis demandeur. Du coup, je vais demander une inspection avec l'ID de conteneur et le numéro du quai. Ça, c'est grosso modo là où on s'est arrêté ensemble. Ensuite, du coup, l'implémentation. Alors ouais, là, on remarque juste qu'on est bien dans notre couche domaine. On a dit qu'est-ce qu'on a besoin. C'est ça. D'un demandeur d'inspection, inspection demandeur. C'est ça. Et qui prend, voilà, on a juste écrit ça, une interface, donc c'est juste un contrat. Il n'y a rien d'autre pour l'instant. C'est ça. J'ai du coup ma règle métier qui va être de demander une inspection. Du coup, ma demande d'inspection, donc faites abstraction de l'event publisher, mais grosso modo qui va prendre un conteneur déposé en paramètres et qui va dire, si je peux montrer un peu plus, qui va dire, tiens, moi je demande une inspection au service tiers. L'implémentation de notre inspection demandeur pour faire émerger cette notion-là, donc la notion d'adapteur, c'est-à-dire que notre inspection demandeur, c'est une interface, c'est un port, et on va faire une implémentation qui va se retrouver dans l'infra, du coup, c'est plus du domaine. Et du coup, ici, je vais avoir une version HTTP. Alors là, tu donnes des termes, infra, adapteur, tout ça. Là, grosso modo, on a écrit l'interface qui a quelque chose qui nous correspond et qui ne pollue pas notre métier, demander l'inspection. C'est ça. Et là, quand on va implémenter avec du code HTTP ici le contrat de service du SaaS, on est ailleurs. Alors, on a changé de package, ça pourrait être un autre module Maven, quel que soit votre langage, votre système de modularité, ça peut être une autre application, même dans un gros système, on pourrait l'imaginer. Ici, c'est juste un autre package, mais en tout cas, on l'a séparé. On l'a séparé pour bien le mettre en évidence. Et donc là, il y a tout ce qui s'en rapproche, le client HTTP pour faire les appels, etc. C'est du détail. Mais voilà, là, on a notre implémentation, et cette implémentation, c'est purement à l'extérieur de notre domaine. On va pousser comme ça. C'est ça. On ne veut pas te voir. C'est ça. Donc, si on illustre sur les slides, finalement, et c'est un petit peu... Enfin, on va arriver vers une conclusion, du coup. C'est-à-dire, là, clairement, c'est une forme d'architecture hexagonale. Et en fait, on va retrouver... alors, c'est surtout en bas à droite, là, sur lequel on est en train de travailler. Demander inspection, là, c'est ce qu'on avait fait, qui est ce qu'on appelle un port en architecture hexagonale. Donc, c'est chez nous, là, parce qu'on a un objet qui est très, très beau, très, très métier, enfin, qui ne nous pollue pas. Par contre, l'adapteur HTTP vers le contrat et vers le contexte d'inspection, lui, il est en dehors. Donc, on l'a poussé dans une couche... Alors, qui était juste un autre package, mais ça pourrait être encore une fois un autre module, carrément une autre application, ça pourrait être géré par une autre équipe. Mais en tout cas, on l'a poussé dehors. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'adapteur. Et forcément, vous voyez qu'avec ce genre d'architecture, on peut aussi parler de l'architecture oignon ou la clean architecture, où c'est finalement des variations de la même chose, où on dit on va surtout mettre cette notion métier, domaine métier, au cœur de l'application, et on va essayer de ne pas la polluer avec des considérations techniques. Et avec d'autres contextes qui veulent nous polluer, comme le contexte d'inspection aussi. Tout à fait. Du coup, on remarque que quand on fait du DDD, et après les quelques autres pratiques aussi, en fait, on vient naturellement vers ces types d'architecture, en fait. Voilà. Oui. Donc, là, dans l'exemple d'un service externe qu'on appelle un code HTTP, on va parler d'inversion de dépendance et d'ACL. Vous pensez que forcément, s'il y a inversion de dépendance, c'est couplé avec de l'ACL, il peut y avoir une relation de dépendance sans ACL. Est-ce que les deux notions sont forcément ensemble? C'est une bonne question. C'est une très bonne question.
Bah, l'inversion de dépendance, là, enfin, il se Je pense trouve que c'est pas lié. Mais... En fait, on se dit pas on va faire un ACL. Enfin, là, on se le dit parce qu'on connaît le pattern. Mais si tu veux, on pourrait avoir la même réflexion sans connaître le DDD en se disant bah, je vais mettre une couche d'intégration, certains appellent ça une façade, pour venir se protéger en fait. Et in fine, à la fin, ça fait une inversion de dépendance. Mais en fait, tout ça, c'est que le nom qu'on met sur la pratique qu'on est en train de faire. En fait, ce qui est important, c'est de comprendre pourquoi tu le fais. Tu le fais parce que tu n'as pas envie d'être pollué. Il se trouve que c'est une inversion de dépendance. Et il se trouve que dans le DDD, ça correspond aussi à l'ACL. L'ACL, c'est pas forcément une inversion de dépendance parce que ça peut être par exemple une application de transformation entre deux applis. Ça peut être une appli à part entière, un anti-corruption layer. Il n'y a pas de. Enfin, là en l'occurrence, ça implémente une inversion de dépendance. C'est pas forcément le cas, je pense. Ce que je voulais dire aussi, c'est qu'on a souvent cet exemple-là qui arrive et dans une architecture hexagonale, on va avoir un adaptateur qu'on a codé et qui effectivement implémente l'appel HTTP vers un service externe. On ne parle pas forcément d'ACL. On parle d'ACL quand c'est un projet à part, dire qui a sa propre vie, qui est compilée, qui a sa DLL, et dans ce cas-là, on a l'impression qu'il y a une représentation physique de cette séparation. Donc, c'était par rapport à ce terme-là. Est-ce que ça veut forcément dire ACL, on a cette couche qui est plus forte, ou juste une classe, c'est une ACL en fait, quoi. Honnêtement, c'est un gros mot, un peu l'anti-corruption layer qui peut être implémenté par différentes choses. Mais vas-y, je t'en prie. Enfin, pour moi, les ACL, on peut les retrouver n'importe où. Que ce soit dans le domaine, du domaine. C'est la conversion d'un type d'entrée vers un type de sortie. Et du coup, potentiellement, c'est pas parce qu'on va faire une inversion de dépendance que en fait, l'ACL va être appliquée. C'est-à-dire que si on leak, par exemple, nos types de notre supplier, notre SaaS à l'intérieur du domaine, on n'a pas fait d'anticorruption. Oui, c'est ça. Oui, si on l'avait laissé, effectivement, si on avait appelé directement dans notre domaine ces types, c'est ce qu'on ne voulait pas faire, mais effectivement, dans ce cas-là, on n'aurait pas eu d'ACL. On aurait pu faire une inversion de dépendance, mais en laissant transpirer les langages de l'inspection jusque dans notre domaine, et là, on a perdu. Tout à fait. Là, un autre exemple d'inversion de dépendance, c'est le repository. Le repository, tu le passes en dépendance de ton service. Pour autant, les objets de ton repository, enfin, l'agrégat, du coup, c'est l'objet de ton domaine. Là, il n'y a pas d'ACL. On pourrait considérer que la représentation que tu as en base de données, ouais, ça oui. Tu n'as pas forcément envie de l'attirer. Tu auras une ACL entre l'interface et l'implémentation de ton repo. C'est ça. Ça pourrait être aussi deux domaines au sein même de ton appli qui veulent s'appeler. On va conclure, Edouard. Yes. Et vous pouvez commencer ceux qui ont accès au frigo à sortir ce qu'il faut. Si vous... je te fais un petit message comme ça. Ouais, du coup, pour ma partie, donc pour les batailles à mener, le DDD, ça marche très bien sur des domaines avec beaucoup de valeurs métiers. Donc dès lors qu'il y a un sujet qui apparaît, où il y a des besoins fonctionnels, où il faut spécifier des choses, essayer de comprendre comment ça marche, là le DDD, ça marche bien. Et je dirais même le stratégique peut être aussi un bon outil pour comprendre le tactique qu'il va falloir faire. Justement, c'est exactement ça en fait. Voilà, sans transition. Parce que, c'est pour bien comprendre, parce qu'en fait, on entend des fois les termes faire du DDD, ce qu'il faut faire du DDD, mais en fait, le tactique, on ne va pas l'appliquer partout. Parce que, typiquement, là, on a acheté un SaaS, ça aurait pu être aussi une autre équipe qui codait quelque chose, on n'aurait pas forcément été dans les patterns tactiques, on n'aurait pas forcément fait l'architecture hexagonale, parce que ça n'avait pas de plus-value. Par contre, le DD stratégique, ce qu'il vous dit, c'est qu'en fait, vous allez regarder là où vous avez une plus-value, et vous allez mettre les meilleurs développeurs, le plus de ressources, le plus de moyens, là, sur votre core domain, là où vous êtes finalement différenciant de la concurrence, et vous voulez du coup avoir le meilleur code possible. Et donc, vous allez appliquer du tactique à cet endroit-là, mais pas partout. Voilà. Donc, c'est un petit peu la différence, c'est que le DD stratégique, il s'applique... En fait, on va réfléchir partout en DD stratégique, mais on va appliquer le tactique à certains endroits seulement. Et d'ailleurs, c'est le stratégique qui va aussi potentiellement dire s'il faut concentrer ses efforts sur un domaine plus qu'un autre. C'est là où on va aussi aller voir s'il y a des solutions SaaS qui existent et les proposer. Tout à fait. Et le mot de la fin... C'est ce que tu as dit. Non, pas tout à fait. C'est que non, c'est qu'on a vu, en fait, on a parlé effectivement des patterns tels qu'ils sont dans le livre.
Et en fait, finalement, quand vous parlez de plein de trucs du craft, d'ailleurs, architecture hexagonale, TDD, BDD, Behavior Driven Development, tout ça va très très bien avec une implémentation tactique de DDD, parce que dans tous ces cas-là, en fait, ce qu'on veut, c'est surtout partir du besoin et de ce que doit faire votre application et du besoin métier finalement, du problème. Et donc finalement, ça se marie très très bien. C'est pas que les patterns tactiques. Ouais. Voilà, il y a plein d'autres outils derrière qui vont se marier très très bien avec une approche DDD. C'est ça. On a fini. Si vous avez une ou deux questions pour finir, et puis après on pourra manger, puis